Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. Je m'appelle Marius Sor et je suis journaliste pour Slate.fr. Aujourd'hui, nous vous parlons d'un des sujets les plus épineux pour le dirigeant chinois Xi Jinping, Hong Kong. Vous vous rappelez peut-être, entre 2014 et 2020, ce territoire a été marqué par de violentes manifestations. Des centaines de milliers d'habitants descendent dans les rues contre le pouvoir de Pékin. Les scènes sont irréelles dans un pays autoritaire comme la Chine. Les manifestants utilisent des parapluies contre le gaz lacrymogène de la police. De nombreuses personnes sont arrêtées et frappées par les forces de l'ordre. Dans un campus, on voit même des étudiants s'armer d'arcs. Pour la première fois, la police a même admis avoir tiré à balles réelles. On distingue un policier tiré à bout portant au pistolet sur un manifestant. Envoyez-moi à l'hôpital. Ma poitrine est touchée. Je dois aller à l'hôpital. Ce n'est plus une manifestation pacifique. Pour nous, c'est une révolution. C'est une zone de guerre. Les contestataires ont érigé des barricades, allumé des feux et jeté des pavés sur les forces de l'ordre. Des policiers hongkongais ont été passés à tabac par des manifestants pro-démocratie radicaux et plusieurs personnes ont été interpellées. Les Hongkongais se mobilisent pour défendre leurs droits démocratiques. Cette ancienne colonie britannique de 7,4 millions d'habitants vit désormais sous un régime particulier. Jusqu'en 2047, elle dispose de ses propres élections, de sa propre monnaie et d'une liberté de la presse et de la justice garantie, en théorie. Car ces privilèges ne sont pas au goût du Parti communiste chinois. Progressivement, Xi Jinping pose ses pions dans l'exécutif hongkongais et instaure des lois pour réduire les droits des habitants. Alors, pour parler de l'état de la démocratie à Hong Kong, 5 ans plus tard, en 2025, nous recevons Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS et à Sciences Po Série. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'histoire politique de Hong Kong et auteur de plusieurs livres sur le sujet que l'on mettra en description de l'épisode. Et pour commencer, je voudrais vous demander pourquoi Pékin ne veut pas donner son indépendance à Hong Kong au point d'utiliser la force, la répression, comme on l'a entendu dans les audios de manifestation. Alors, il n'a jamais été question de donner l'indépendance à Hong Kong. Vous savez que la première action de Pékin en entrant à l'ONU, ça a été de retirer Hong Kong et Macao de la liste des pays à décoloniser. Car il s'agissait pour Pékin de récupérer un territoire qui lui avait été autrefois volé lors de traités inégaux. Dans ces conditions, il y a eu des tractations à partir de 1979 et des discussions avec la puissance coloniale qui était la Grande-Bretagne. On est arrivé à une déclaration conjointe déposée à l'ONU en décembre 1984, selon laquelle Hong Kong serait régi selon la formule « un pays, deux systèmes », c'est-à-dire que Pékin n'y imposerait pas le régime socialiste. Il y a donc une constitution qui a été adoptée pour garantir cette différence entre les deux systèmes chinois et hongkongais, qui s'appelle la loi fondamentale, adoptée en avril 1990. Mais le véritable problème de Hong Kong, c'est que à partir de la fin des années 70 et tout au long des négociations, puis de la période qui va jusqu'à la rétrocession en 1997, apparaît une conscience politique, une culture politique à Hong Kong. Il y a toujours eu à Hong Kong la liberté de la presse, mais il y avait très peu de manifestations. À partir de la fin des années 70, il y a une véritable prise de conscience de l'appartenance à Hong Kong. Et on voit, dès les premières élections en 1984, mais surtout en 1991, les démocrates qui vont emporter 60% des voix. Pourquoi ? En 1989, souvenez-vous, il y a eu un énorme mouvement pour la démocratie à Pékin. Il a été très soutenu à Hong Kong. Ce qu'on appelle le mouvement de Tiananmen. À ce moment-là, les Hongkongais ont senti que s'il y avait la démocratisation de la Chine, il n'y aurait pas de problème de rétrocession de Hong Kong. Et donc, pour eux, la démocratisation est devenue un élément essentiel pour garder la spécificité de Hong Kong. Donc, le 4 juin, lors du massacre de Tiananmen, près de 1 million de personnes sont descendues dans la rue, malgré un typhon qui empêche normalement les gens de sortir. Et il y a eu une énorme manifestation pour dire la situation de Pékin aujourd'hui, c'est celle de Hong Kong demain. Seule la démocratie pourra nous permettre de sauver Hong Kong. Et à partir de ce moment-là, dans toutes les élections, il y a 60% des votes qui s'expriment en faveur des partis démocrates, qui étaient ceux qui ont soutenu le mouvement pour la démocratie à Pékin. À partir de ce moment-là, Pékin ne réagit pas véritablement et on a, après 97, la poursuite du statut spécifique de Hong Kong. Ceci jusqu'à 2020.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, il y avait des promesses qui avaient été faites, notamment l'élection il y a un parlement à Hong Kong qui n'était pas élu au suffrage universel, mais dont une partie des députés étaient élus au suffrage universel, tous démocrates. Et puis, il y a la promesse d'élire le chef de l'exécutif, qui est le chef de l'État, si vous voulez, au suffrage universel. Or, en 2014, Pékin décide que seuls des candidats qui auront été sélectionnés par un comité qui lui est favorable, pourront se présenter. À ce moment-là, il y a cette énorme manifestation, l'occupation de centrale, c'était au départ, mais qui est l'occupation de presque tout le centre de Hong Kong par des manifestants pacifiques, ce qu'on appelle le mouvement des parapluies. La seule arme qu'ils avaient, c'était les parapluies pour se défendre des gaz lacrymogènes. Cette occupation a duré pendant 79 jours et elle a fini par un retrait non violent, sans avoir véritablement obtenu quoi que ce soit. Alors ça a été vécu par une défaite, et par une défaite du pacifisme. Malgré cela, en 2016, lors des élections, il y a eu une grande victoire des démocrates. Donc on était dans une situation où le gouvernement de Hong Kong, appuyé très nettement par Pékin, cherchait à ralentir la démocratisation et où la population de Hong Kong cherchait à l'accélérer. Jusqu'en 2019, où la chef de l'exécutif, Carrie Lam, menace de faire adopter un article qui permet l'extradition de criminels vers la Chine. Ça déclenche un énorme mouvement de la population à Hong Kong. Alors, 2019, on a le 9 juin, lors de la première manifestation, 1 million de personnes qui descendent dans la rue pour s'opposer à cet article. Il faut se rendre compte, 1 million sur 7 millions d'habitants, c'est pratiquement tout le monde. Alors, Carrie Lam ne recule pas. Le 15 juin, elle annonce qu'elle va suspendre l'exécution de cet article. Il y a une nouvelle manifestation de 2 millions de personnes cette fois-ci. Mais elle refuse toujours de supprimer cet article. C'est à partir de ce moment-là que va se développer le mouvement d'opposition à l'article sur l'extradition qui va mobiliser des dizaines de milliers de personnes et là, qui va être réprimé violemment et auquel les manifestants répondront eux aussi avec une certaine violence. Vous avez cité l'occupation des universités, notamment de PolyU, où il y a eu des affrontements extrêmement sérieux. Ça se soldera par 10 000 arrestations. Et le Covid permettra évidemment de mettre un terme aux manifestations, car les rassemblements de plus de 2 personnes sont interdits. Cela sera en plus sanctionné par la loi de sécurité nationale adoptée par Pékin en juin 2020. Et là, évidemment, c'est la fin de la spécificité de Hong Kong. Alors pourquoi Pékin a-t-il tout d'un coup décidé d'intervenir de façon aussi directe à Hong Kong, alors que jusque-là, au fond, il s'était accommodé d'un Hong Kong qui était relativement libéral, mais qui ne menaçait pas le pouvoir de Xi Jinping? Eh bien, à partir de l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, il y a une inquiétude. Alors, on n'arrête pas de parler de confiance en soi, mais en fait, le parti est très peu sûr de lui et craint la contagion de la revendication pour la démocratie. Dans ces conditions, Hong Kong apparaît comme un danger. Alors, il y a un certain nombre de manifestations en Chine tout le temps. Hong Kong peut servir, disons, à la fois de porte-voix et de formateur des animateurs de la société civile, mais on ne peut pas parler d'une influence de Hong Kong directe sur les mouvements sociaux chinois. Mais il y a cette image d'une société relativement libre, où il y a la liberté de la presse. Les gens qui viennent de Chine, quand ils vont en week-end, ils vont dans la librairie, ils achètent les livres qui sont critiques du régime, ils lisent des journaux qui sont critiques du régime, et de ça, Pékin s'inquiète. Et Xi Jinping, qui est quand même un petit peu paranoïaque, s'en inquiète encore plus. Quand il y a eu ces manifestations, cette violence était totalement insupportable. C'était un défi pour le Parti communiste chinois qui a décidé d'intervenir directement avec cette loi de sécurité nationale qui, rappelons-le, viole quand même la formule « un pays, deux systèmes », puisque normalement, la Chine, le Parti communiste chinois, s'occupe uniquement des affaires de défense nationale et de politique étrangère. Or là, il est intervenu dans la politique intérieure. I hereby declare that the only candidate, Mr. John Lee Ka-chiu, is returned in the above-mentioned election. Congratulations. En mai 2022, le chef actuel de l'exécutif hongkongais, John Lee, a été élu dans un semblant d'élection. Il a remporté 99,4% des voix parmi un comité de 1500 électeurs acquis à Pékin. Que pouvez-vous nous dire de lui et de sa façon de diriger ? Le chef de l'exécutif a toujours été nommé par un comité
dont la plupart des membres étaient acquis à Pékin. Ça, c'est quelque chose qui a été relativement accepté dans la formule un pays, deux systèmes. De toute façon, le chef de l'exécutif, c'est un dirigeant local et il doit être accepté par Pékin. C'était pas tellement grave. En l'occurrence, ce qui se passe, c'est que John Lee, c'est quand même le chef de la police, le ministre de l'Intérieur, si vous voulez, pendant le mouvement de 2019. Toute sa carrière a été faite au sein de la police. Il a commencé comme agent dans la rue. Donc, il est évidemment entièrement aux ordres et son profil, c'est la sécurité avant tout. Il est d'ailleurs mis là pour la sécurité nationale. L'ensemble des membres du LegCo sont tous acquis à Pékin. Donc, ce sont essentiellement des membres des partis pro-Pékin, ou alors des indépendants soi-disant favorables à Pékin, et les démocrates, qui ont 2 partis démocrates, se sont autodissous après 2020, et le Parti démocrate n'a pas pu présenter de candidat. Donc on a un système qui est complètement différent de ce qu'il était jusqu'à 2022, et en fait, John Lee essaye de comprendre ce que veut Pékin, et il est donc peut-être encore plus radical que ce qu'exigerait Pékin pour se faire bien voir et pour être apprécié. D'ailleurs, ça marche, puisqu'il semble que dans 2 ans, il devrait être reconduit dans cette position. Rappelons que le numéro 2, qui est celui qui normalement s'occupe des affaires courantes, était l'ancien chef de la police, Chris Tong. Donc vous avez le chef de l'exécutif, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, et le chief secretary, c'est-à-dire le chef de l'administration, qui est un ancien chef de la police. Ça vous dit quand même assez largement où on en est à Hong Kong. Et qu'en est-il des autres piliers de la démocratie hongkongaise, à savoir l'indépendance de la justice, de la presse et la garantie de la liberté d'expression ? Le parti civique s'est autodissous. La Ligue pour la social-démocratie n'a pratiquement plus pignon sur rue. Le Parti démocrate va sans doute se dissoudre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y reste plus rien de pluralisme politique. Alors, il y a encore un certain nombre de gens en liberté, mais ils ont très peur de parler, car quand vous parlez, si vous critiquez le gouvernement, ça s'appelle incitation à la haine du gouvernement central ou du gouvernement de Hong Kong, et c'est mise en danger de la sécurité nationale. Donc, tout le monde se méfie énormément, et personne n'ose plus parler de politique. Un petit exemple simplement, en 2021, une personne qui avait répété le slogan du mouvement de 2019 qui était « Il faut renouveler Hong Kong » a été condamnée à 9 mois de prison, uniquement pour avoir prononcé ce slogan. Des enseignants qui avaient écrit un livre pour enfants dans lequel il y avait des animaux qui étaient très durs, qui limitaient les libertés et qui évidemment faisaient référence à la fois au Parti communiste chinois et au gouvernement de Hong Kong, ont été eux aussi condamnés. Donc, tout ce qui est la liberté d'expression qui existait à l'époque a disparu. Le principal caricaturiste de Hong Kong, le plantu hongkongais, si vous voulez, qui faisait des caricatures dans l'ensemble des journaux du territoire, n'a plus le droit de travailler. Alors, il reste un certain nombre de personnes qui cherchent à faire passer des messages indirects dans la presse, mais c'est quelque chose de très rare. Et rappelons que à Hong Kong, vous êtes dans une situation qui rappelle celle de la France. C'est-à-dire que les gens sont habitués à parler tout à fait normalement, tout à fait ouvertement, sans s'inquiéter de ce que va déclencher leur prise de parole. Alors, les réseaux sociaux qui sont extrêmement développés à Hong Kong commencent aujourd'hui à être beaucoup plus neutres. On n'ose plus parler ouvertement. Alors, ça ne signifie pas, évidemment, que l'on accepte les changements qui sont passés. Et est-ce qu'il existe des moyens pour les habitants, justement, de revendiquer leur position politique, autrement que par la presse ou les réseaux sociaux que vous venez de citer ? Alors, si vous voulez, encore un petit exemple, le 4 juin, qui est donc l'anniversaire du massacre de Tiananmen, si vous êtes dans le quartier de Causeway Bay, où se trouve Victoria Park, que vous portez un t-shirt noir et que vous avez une bougie dans votre poche ou simplement un briquet dans votre poche, vous risquez d'être embarqué au poste parce que vous êtes en train de mettre en danger la sécurité nationale. Donc, tout ce qui est manifestation ouverte est pratiquement impossible. Alors, ça ne signifie pas, évidemment, qu'il n'y a rien. Les gens, chez eux, dans les restaurants et ailleurs, continuent de critiquer l'ensemble du gouvernement. Dans les universités, il y a parfois un certain nombre de revendications qui se font jour, mais les associations d'étudiants ont été dissoutes et dans l'ensemble, dans les cours même sur la politique de Hong Kong, c'est pratiquement impossible de reparler de l'histoire de Hong Kong. On ne peut pas parler de l'histoire de Hong Kong. Le musée
d'histoire de Hong Kong qui a été fermé entre 2020 et 2025 vient de rouvrir et il s'ouvre sur la plupart des salles qui sont consacrées à la défense de la sécurité nationale depuis 1840. Même du temps où Hong Kong était une colonie britannique. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, au niveau de l'expression ouverte de la presse, on ne peut pratiquement rien dire. Alors on peut encore parfois parler des problèmes sociaux, et puis vous avez la résistance des artistes qui continuent à faire des performances. Vous avez un certain nombre de librairies qui continuent à exister, mais qui sont harcelées par la police. C'est ce que le régime appelle aujourd'hui « soft resistance », la résistance molle, qui est traquée. Alors, cette résistance molle, évidemment, elle n'a pas de définition juridique, donc c'est totalement arbitraire, c'est à la discrétion des policiers et du régime, mais dès que vous dites quelque chose qui s'éloigne un peu de la ligne politique, vous risquez d'être en prison. Ce qui fait que ça donne une atmosphère extrêmement délétère à Hong Kong, un pays où tout le monde s'exprimait, où il y avait des manifestations tous les jours, jusqu'à 2019, véritablement, toutes sortes de manifestations qui exprimaient tout. Eh bien là, vous avez un silence, c'est vraiment le silence des cimetières. L'ordre règne à Varsovie, l'ordre règne à Hong Kong. Mais vous avez quand même un grand mécontentement à l'intérieur de la population et aux élections organisées dans le cadre de la nouvelle réforme électorale, il y a eu 32% de participation. C'est quand même une façon d'exprimer son désaccord à l'égard du gouvernement. Vous êtes allé de nombreuses fois à Hong Kong, dont une dernière fois en mars 2025. Qu'est-ce que vous percevez du moral des habitants, ou du moins des militants pro-démocratie ? Est-ce qu'il y a encore un reste de contestation en eux ? L'organisation de primaires en 2020 a donné lieu à l'arrestation de 47 personnes parce que c'était une mise en cause de la sécurité nationale. Ces primaires avaient eu lieu en juillet 2020 et plus de 700 000 personnes avaient voté, c'est-à-dire des organisations, des primaires organisées de façon privée. Ces 47 personnes, qui étaient des militants importants de tout le mouvement pour la démocratie, sont encore aujourd'hui en prison. 2 ont été libérés exactement. Ils ont été condamnés à de lourdes peines, au minimum 5 ans, au maximum 7 ans. Donc tous ceux qui étaient les animateurs de la société civile, les animateurs des partis politiques d'opposition, la plupart d'entre eux sont aujourd'hui en prison. Quand vous êtes arrêté en fonction de la loi de sécurité nationale, vous ne pouvez pas être mis en liberté provisoire. Vous n'avez pas droit à la liberté provisoire. Donc, beaucoup de gens sont en prison depuis 5 ans sans avoir même été jugés. Bon, c'est le cas de Jimmy Lai. Jimmy Lai, qui était le fondateur de l'Apple Daily, qui était un journal pro-démocratie. Jimmy Lai est en prison depuis septembre 2020. Son procès vient d'avoir lieu, mais il n'a toujours pas été condamné. Il n'a pas pu quitter sa prison. C'est le cas aussi des dirigeants des syndicats, des dirigeants du Parti démocrate et des dirigeants de l'Alliance pour le soutien au mouvement pour la démocratie en Chine. Donc, ces gens-là ne peuvent plus parler. Les quelques membres de partis pro-démocratie qui sont encore en liberté n'ont aucun moyen de se réunir. Récemment, le Parti démocrate voulait organiser un banquet pour financer ses activités. Tous les restaurants et tous les hôtels de Hong Kong auxquels il s'est adressé, au bout d'un moment, on dit qu'ils n'avaient pas de place, qu'ils étaient en travaux, qu'ils ne pouvaient pas les recevoir. Donc, c'est véritablement la méthode chinoise. C'est ce qui se passe toujours en Chine quand vous avez des dissidents qui veulent organiser quelque chose. C'est soit le propriétaire de votre logement, soit les propriétaires lieux publics qui vous disent qu'ils reçoivent des pressions de la part de la sécurité et qui ne vous laissent pas vous organiser. Donc, impossible d'organiser des mouvements publics. Il n'y a pas eu de manifestation à Hong Kong. Il y en a eu une. Et pour aller manifester, il faut que chaque manifestant dépose son numéro de carte d'identité auprès de la police et vienne avec un badge qui l'autorise à manifester. Dans ces conditions, vous comprendrez bien que les manifestations de masse sont difficiles à organiser. Donc de ce côté-là, très franchement, c'est le silence. Alors ce qui se passe, c'est effectivement, parmi les artistes, les dramaturges, les peintres, et dans les librairies, il reste un certain nombre de personnes qui continuent à s'opposer. Ça s'appelle soft resistance, donc c'est très risqué, mais les gens continuent à se rendre dans ces librairies et continuent à se rendre dans les spectacles organisés, les performances organisées par ces artistes. Et c'est quelque chose qui inquiète énormément le gouvernement de Hong Kong et le bureau de sécurité nationale de Pékin, qui est maintenant installé à Hong Kong depuis 2020. Et donc, ils sont extrêmement vigilants de ce côté-là. L'atmosphère à Hong Kong, c'est que les gens ne sont pas habitués
à cette répression. Je suis passé en Chine aussi à ce moment-là. En Chine, les gens ont l'habitude de ruser avec le système, parce que ça fait des années, et des dizaines d'années même, qu'ils savent s'arranger, que de temps en temps, ils savent quand il faut parler, quand on peut ne pas parler, quand on ne peut parler. À Hong Kong, on ne le sait pas. Donc, ou on parle, et dans ces conditions, on risque immédiatement d'être arrêté, ou alors on se tait en public. Donc vous avez une espèce d'atmosphère qui est absolument incroyable, avec une ville qui est très belle, c'est un très bel endroit, il y a des touristes chinois qui viennent de plus en plus, mais ça se passe dans le silence. Ce qui faisait la spécificité de Hong Kong, c'était les kiosques à journaux. Vous aviez toutes sortes de presse, c'est un lieu où il y avait une dizaine de quotidiens, beaucoup plus qu'en France, pour 7 millions d'habitants. Vous avez toutes sortes de revues, maintenant, rien du tout. On ne trouve plus rien. Alors vous me direz, il y a l'Internet, bien sûr, mais sur Internet non plus, il n'y a plus de pluralisme. Il y a 1 ou 2 sites qui cherchent encore à donner des informations, mais c'est pas possible. En même temps, les Hongkongais sont extrêmement ouverts sur le monde, et donc ils s'informent. Internet n'est pas, contrairement à ce qui se passe en Chine, n'est pas fermé pour Hong Kong, et les gens ont accès à tous les sites mondiaux. Donc, si vous voulez, une espèce de silence, de sidération de l'ensemble de la population, et notamment des militants qui ne savent plus trop bien quoi faire et qui cherchent des moyens de survivre. Alors, ils savent très bien qu'ils ont le soutien de la population, mais ils savent aussi que personne n'est prêt à descendre dans la rue pour exprimer ses revendications, parce qu'aujourd'hui, c'est trop dangereux. Merci Jean-Philippe Béja. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et à Sciences Po Série, et vous êtes également spécialiste de la vie politique à Hong Kong. Je vous remercie également de nous avoir écoutés. À bientôt pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci à vous. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slide Podcast. Production éditoriale, Marius Sor et Hélène Decomer. Présentation, montage et réalisation, Marius Sor. Prise de son, Aurélie Rodriguez.